12 novembre 1932. Mon cher Martin, tu es de retour en Allemagne, comme je t'envie. Je n'ai pas revu Unter den Linden depuis mes études, mais le charme de cet endroit me marque encore. L'espace de cette liberté de pensée, les discussions, la musique, cette joyeuse amitié. Et de nos jours, le vieil esprit étriqué des propriétaires terriens, cette arrogance prussienne et le militarisme belliqueux ont disparu. Tu retrouves une Allemagne démocratique, un pays profondément cultivé et qui entre dans une ère de grande liberté politique. Ce sera la belle vie. J'avoue avoir été impressionné par l'annonce de ta nouvelle adresse et je me réjouis que la traversée ait été aussi agréable pour Elsa et tes jeunes enfants. Quant à moi, je ne suis pas si heureux que vous. Le dimanche matin, je suis seul, célibataire et sans but. C'est tout mon refuge dominical qui est parti. La grande bâtisse sur la colline, ton accueil. Ne disais-tu pas souvent qu'un jour n'était pas complet tant que nous n'étions pas tous réunis? Et la gaieté de ta chère Elsa, sortant, radieuse, me prenant la main en s'écriant « Max, Max !» et surpuant à l'intérieur pour déboucher mon schnapps favori. Tes garçons, si charmants, surtout ton jeune et bel Heinrich. Il sera un homme la prochaine fois que je le verrai. Et la table. Puis-je espérer manger un jour comme j'ai mangé chez vous? Maintenant, je vais au restaurant et devant mon roast beef solitaire, je vois des visions de gebackener Schinken, mijotant dans une sauce au Bourgogne. Je vois des spätzle, des spätzle, et des spargel. Non, je ne pourrai jamais plus me réconcilier avec mon régime américain. Et les vins, déchargés avec tant de précaution des bateaux allemands, et les toasts que nous portions pour la 4e, la 5e, la 6e fois. Bon, il est évident que tu fais bien de rentrer en Allemagne. Tu n'étais pas devenu américain malgré ton succès ici, et maintenant que notre affaire marche si bien, tu te devais de ramener tes solides garçons au pays pour qu'ils en reçoivent l'éducation. Quant à Elsa, sa famille lui a manqué durant toutes ces longues années. De plus, le jeune homme fauché que tu étais devient le bienfaiteur de la famille. Voilà de quoi savourer modestement un triomphe bien réel. Ici, les affaires prospèrent. Mrs. Levin a acheté le petit Picasso à notre prix, et j'avoue que je m'en félicite. Je fais caresser à la vieille Mrs. Fleshman l'idée d'acheter cette affreuse Madone. Plus personne ne s'ennuie à lui dire que telle ou telle pièce de sa collection est laide, puisqu'elles le sont toutes. Cependant, il me manque ton talent et ton doigté pour vendre à des matrones juives. Je peux les persuader de l'excellence de leur investissement, mais tu es le seul à posséder cette belle approche spirituelle de l'art qui sait les désarmer. De plus, elles n'ont probablement qu'une confiance réduite dans la parole d'un autre juif. J'ai reçu une délicieuse lettre de la part de Grisel hier. Elle écrit qu'elle est sur le point de me rendre fière de ma petite sœur. Elle tient le rôle principal dans une nouvelle pièce à Vienne et les critiques sont excellentes.
Ces années décourageantes dont les petites compagnies commencent à porter leurs fruits. Pauvre enfant. Ça n'a jamais été facile pour elle, mais elle ne s'est jamais plainte. Elle possède un bel esprit, ainsi que la beauté, et je l'espère, le talent. Elle m'a demandé de tes nouvelles, Martin, en toute amitié. Je n'ai perçu aucune amertume dans ces lignes, car tout ceci passe vite pour une jeune fille de son âge. Quelques années, il ne reste que le souvenir de la blessure. Et il est évident qu'aucun de vous deux n'est à blâmer. Ces choses sont semblables à des orages foudroyants. Un temps, on est trempé, secoué et complètement désemparé en les vivant, et puis le soleil revient. Et bien qu'elle n'ait rien oublié, ne demeure que la douceur et non le chagrin. Je n'aurais pas réagi autrement, moi non plus. Je n'ai pas annoncé à Griselle que tu es en Europe, mais peut-être penses-tu qu'il faudrait que je le fasse. Griselle ne se lit pas facilement et je sais qu'elle serait heureuse de ressentir cette proximité amicale. 14 années ont passé depuis la fin de la guerre. As-tu noté cette date quelque part? Que de chemin avons-nous parcouru en tant que peuple depuis l'amertume de la défaite? À nouveau, mon cher Martin, laisse-moi t'embrasser en esprit et adresse mes souvenirs les plus affectueux à Elsa et tes fils. Sincèrement, ton éternel, fidèle ami, Max. Décembre 1932. Max, mon vieil ami, et le chèque et les comptes me sont parvenus promptement, et je t'en remercie. À l'avenir, inutile de m'envoyer autant de détails, tu sais fort bien que je suis en accord complet avec tes méthodes. De plus, ici, à Munich, je suis débordé par mes nouvelles activités. Nous sommes désormais bien installés, mais quel tumulte! Comme tu le sais, j'avais cette maison en tête depuis longtemps, et je l'ai payée un prix dérisoire, 30 chambres et un parc de plus de 5 hectares, tu ne peux imaginer. Mais tu ne peux pas non plus imaginer la misère qui sévit dans mon pays. Les quartiers des domestiques, les étables et les autres dépendants sont imposants. Et tu ne le croiras pas non plus, mais nous employons 10 domestiques pour le même prix que 2 serviteurs à San Francisco. Les tapisseries et les objets que nous avions expédiés sont du meilleur effet, associés à du beau mobilier que j'ai pu me procurer. Pour cette raison, nous sommes admirés, voire enviés. Martin. 4 services complets de porcelaine de Chine. J'ai également acheté beaucoup de cristal et une ménagère complète d'argenterie devant laquelle Elsa ne cesse de s'extasier. À propos d'Elsa, tu riras quand tu sauras, j'ai fait l'acquisition d'un lit immense, le plus immense que je n'ai jamais eu, 2 fois plus grand qu'un lit double, avec 2 grandes colonnes de bois sculpté. Devant l'impossibilité de trouver du linge de dimension du lit, nous avons dû en faire fabriquer sur mesure de merveilleux draps faits avec le meilleur lin. Et Elsa, de rire encore, et sa grand-mère de se planter devant nous, remuant la tête et grommelant. « Nein, Martin, nein, ce lit est bien trop grand, et Elsa n'aura de cesse de grossir, et grossir pour le remplir. » Ya, dit Elsa, encore 5 garçons, et je le remplirai complètement. Et je sais qu'elle le ferait.
Pour les garçons, nous avons 3 poneys, même si Karl et Wolfgang sont encore trop petits pour monter. Et un précepteur. Leur allemand est très mauvais, mélangé à l'américain. La vie n'est pas très facile pour la famille d'Elsa. Ses frères ont des professions libérales et sont très respectés. Mais ils doivent vivre ensemble dans une même maison. À leurs yeux, nous passons pour des millionnaires américains. Nous sommes bien loin d'avoir ce statut, même si nos revenus d'Amérique nous placent ici parmi les riches. Bien se nourrir coûte très cher et il règne une grande instabilité politique malgré la présidence d'Hindenburg, un libéral de talent pour lequel je nourris beaucoup d'admiration. Déjà, d'anciennes relations me pressent de m'impliquer dans les affaires administratives de la ville. J'y réfléchis sérieusement, d'autant plus que notre société pourrait localement tirer bénéfice d'un ancrage officiel. Martin. Quant à toi, mon bon Max, nous t'avons abandonné, mais tu n'es pas obligé de devenir un misanthrope. Trouve-toi vite une belle petite femme gironde qui saura s'occuper de toi et te nourrir dans la bonne humeur. Voici mon conseil, et je sais qu'il est bon, bien qu'en écrivant, j'en souris. Il me parle de Griselle. Elle accède enfin au succès, la ravissante. Je me réjouis avec toi, et dans le même temps, je suis amer de savoir qu'elle, une jeune fille toute seule, doit se serrer la ceinture pour faire son chemin. N'importe quel homme sait qu'elle était faite pour une vie de luxe et de dévouement. La facilité d'une belle existence charmante qui lui aurait permis de déployer toute sa sensibilité. En pressant une âme douce et courageuse dans le noir de ses yeux, mais on y trouve aussi la solidité de l'acier et une intrépide volonté. Elle est une femme qui ne fait ni ne donne rien à la légère. Hélas, mon cher Max, comme d'habitude, je te trahis. Eh oui. Et bien que tu sois resté silencieux durant toute notre liaison passionnelle, tu sais fort bien que ma décision ne fut pas facile à prendre. Tu ne m'as jamais rien reproché à moi, ton ami, alors que ta sœur souffrait, et j'ai toujours senti que tu savais que je souffrais aussi, plus gravement qu'elle. Mais que pouvais-je faire? Il y avait Elsa et mes jeunes fils. Une autre décision ne pouvait être envisagée. Je garde toujours beaucoup de tendresse pour Griselle, et cette tendresse durera bien longtemps après qu'elle ait pris pour mari ou amant un homme plus jeune que moi. La vieille blessure est guérie, mais la cicatrice me démange parfois, ma famille. Bien sûr, tu peux lui donner notre adresse, nous sommes à une courte distance de Vienne. Elle saura ainsi qu'il existe un foyer accueillant à portée de main. Elsa ne sait rien de notre ancienne liaison, et tu sais avec quelle chaleur elle saura accueillir ta sœur tout comme elle le ferait pour toi. Oui, tu peux lui dire que nous sommes ici, et presse-la de prendre contact avec nous. Envoie-lui mes chaleureuses félicitations pour le joli succès qu'il obtient. Elsa me demande de t'envoyer toute son affection, et Heinrich voudrait faire un « hello » à son oncle Max. Nous ne t'oublions pas, Maxel. À toi, les plus chaleureuses salutations. Martin. « 21 janvier 1933, mon cher Martin, j'ai été heureux de transmettre une adresse à Griselle.
elle est censée la recevoir rapidement si ce n'est pas déjà fait. Que de réjouissances en perspective quand elle vous retrouvera tous. Je serai avec vous en pensée aussi intensément que si je pouvais vous rejoindre. Je parle de la pauvreté en Allemagne. L'hiver a été rude ici aussi. Mais bien sûr, sans aucune commune mesure avec les privations que vous avez connues là-bas. Quant à nous, toi et moi, pouvons être heureux de l'engouement que suscite la galerie. Bien sûr, notre clientèle réduit ses commandes, mais quand bien même achèterait-elle moitié moins qu'avant, nous garderions des revenus confortables. Pas extravagants, mais très confortables. Les huiles que tu m'as envoyées sont magnifiques, et leur prix dérisoire. Je vais en tirer rapidement un profit scandaleux. De plus, l'ideuse Madone est partie. Eh oui, vendue à la vieille Mrs. Fleischmann. Ayant des doutes sur sa capacité à estimer la valeur des œuvres, j'ai hésité à donner un prix. Elle m'a suspecté d'avoir un autre acheteur. Alors j'ai annoncé une somme indécente. Elle s'est jetée sur l'offre, esquissant un sourire rusé quand elle a fait le chèque. Oh, comme j'ai pu exulter lorsque je l'ai vue emporter cette horreur avec elle. Toi seul le sauras. Hélas, Martin, je me sens souvent coupable du plaisir que je prends dans ces petits triomphes insignifiants. Toi, en Allemagne, avec ta maison de maître, ta prospérité affichée aux yeux de la famille des arts, et moi en Amérique, jubilant d'avoir trompé cette vieille femme étourdie en lui vendant une monstruosité. Quelle belle réussite pour deux hommes de nos âges. Et donc pour ceci que nous vivons, être à Gauguin, puis se pavaner devant la terre entière. Oh, je suis toujours en train de me flageller, puis je continue comme avant. Hélas, nous sommes tous deux prisonniers du même système, nous sommes vains. Nous sommes malhonnêtes. Mais c'est nécessaire pour triompher de gens vains et malhonnêtes. Si nous ne vendons pas cette horreur à Mrs. Fleischmann, quelqu'un d'autre lui en vendra une pire. Nous devons nous résoudre à cette fatalité. Mais il existe un royaume où nous pouvons toujours trouver quelque chose de vrai. Le coin du feu chez un ami auprès duquel abandonner nos petites vanités et trouver chaleur et compréhension. Où nos petits égoïsmes sont impossibles, où le vin, les livres et la conversation donnent un sens différent à nos existences. En ces lieux, nous créons quelque chose que les mensonges du monde ne peuvent atteindre. Nous sommes chez nous. Qui est cet Adolf Hitler qui semble en passe d'accéder au pouvoir en Allemagne? Je n'aime pas ce que je lis à propos de lui. Embrasse tes gamins et ton abondante Elsa pour moi. Affectueusement, Max.
25 mars 1933. Cher vieux Max, tu as certainement entendu parler des derniers événements en Allemagne et tu voudras savoir comment ici nous les percevons. Je te le dis franchement, Max, je pense que pour plusieurs raisons, Hitler est une bonne chose pour l'Allemagne. Mais je n'en suis pas sûr. Désormais, il tient les rênes du gouvernement. Et je doute que même un Hindenburg puisse l'en déloger, car il a vraiment été obligé de le placer à ce poste. Cet homme électrise les foules, avec une force que seul un grand orateur doublé d'un fanatique peut posséder. Et je ne suis pas loin de me demander s'il est réellement saint d'esprit. Ces bandes de chemises brunes sont issues de la populace. Ils pillent et se livrent à des actions violentes contre les Juifs. Mais il s'agit peut-être de faits marginaux. La petite écume sale qui remonte à la surface dans le bouillonnement de ce grand mouvement. Je te le dis, mon ami, il y a un élan. Partout, les gens ressentent cette poussée. Dans les rues, les magasins, ils ont jeté leur vieux désespoir comme on le fait d'un manteau oublié. Ils ne se drapent plus de honte, ils espèrent à nouveau. C'est peut-être la fin de cette pauvreté. Quelque chose, je ne sais quoi, quelque chose va arriver. Nous avons trouvé un chef. Mais je me demande avec prudence, un chef pour aller où? Vouloir en finir avec le désespoir pourrait nous mener en de folles dérives. Naturellement, je n'exprime aucun doute en public. Je suis devenu un officier du nouveau régime. D'ailleurs, tous les fonctionnaires qui tiennent à leur peau sont prompts à rejoindre les national-socialistes. C'est le nom du parti de Herr Hitler. Mais ce n'est pas que de l'opportunisme. Il y a quelque chose de plus. Le sentiment que nous, Allemands, avons retrouvé les voies de notre destinée et que le futur s'ouvre à notre pays à la manière d'une vague qui submerge tout. Nous devons bouger. Nous devons accompagner cette vague, même s'il y a des exactions commises, même si les troupes d'assaut savourent leur forfait, même si l'on voit des têtes ensanglantées, même si nous en sommes attristés. Ces choses-là passent. Si l'objectif est juste, elles passeront et seront oubliées. L'histoire s'écrit sur une page vierge. Désormais, la seule question que je me pose, et je ne peux m'en ouvrir qu'à toi, si la fin justifie les moyens, cette fin est-elle juste? Poursuivons-nous un meilleur dessein? Tu sais, Max, depuis mon arrivée, j'ai vu ces gens de ma race, et j'ai appris toutes les souffrances qu'ils ont endurées, le pain de plus en plus rare, les corps amaigris et la fin de l'espoir. Les sables mouvants du désespoir les engloutissaient jusqu'au menton. Et juste avant la mort, un homme est venu et les en a tirés. Tout ce qu'ils savent maintenant, c'est qu'ils ne mourront pas. Et dans l'hystérie de la délivrance, ils vénèrent presque cet homme. Et peu importe le sauveur, ils auraient agi de même. Que Dieu fasse que ce soit un vrai chef, et non pas un ange noir qu'ils suivent si joyeusement. Rien qu'à toi, Max, je te dis que je ne sais pas. Je ne sais pas, mais désormais, j'espère. Mais, trêve de politique, nous sommes ravis dans notre nouvelle demeure et recevons beaucoup. Ce soir, le maire sera notre invité et nous serons 28 au dîner. Tout ceci est un peu ostentatoire, mais ce n'est pas si grave. Elsa portera une nouvelle robe bleue en velours et est terrorisée à l'idée qu'elle soit trop petite. Elle est à nouveau enceinte. C'est la meilleure façon de garder sa femme heureuse de manière permanente, Max, qu'elle soit toujours occupée par la maternité et qu'elle n'ait pas le loisir de se tourmenter. Notre Heinrich a fait une conquête mondaine. Il montait son poney quand il a désarçonné, et qui l'aide à se relever? Le baron von Reicher. Ils ont une longue conversation sur l'Amérique et un jour le baron appelle et nous prenons un café.
La semaine prochaine, Heinrich est invité pour le déjeuner. Quel garçon! Dommage que son allemand ne soit pas meilleur, mais il enchante tout le monde. Ainsi va la vie, mon ami. Peut-être allons-nous prendre part à de grands événements, ou peut-être nous contenterons-nous de notre train-train familial, mais nous ne renoncerons jamais à cette amitié si sincère dont tu parles de façon si émouvante. Nos cœurs traversent le vaste océan, et quand nos verres sont pleins, nous trinquons à la santé d'oncle Max. À toi, nos pensées affectueuses, Martin. « 18 mai 1933. Cher Martin, je suis très perturbé par les reportages qui se multiplient en provenance de ta patrie. Aussi, je me tourne naturellement vers toi pour obtenir quelques lumières quant aux informations contradictoires qui nous arrivent ici. Je suis sûr que les choses ne sont pas aussi terribles que l'on veut bien les dépeindre. Un terrible pogrom. Voici la teneur de tous les journaux américains. Je sais que ton esprit libéral et ton cœur chaleureux ne sauraient tolérer la cruauté, et c'est de toi que je pourrais obtenir la vérité. Le fils d'Aaron Silberman vient tout juste de rentrer de Berlin et il a échappé belle à ce que j'ai entendu. Les histoires qu'il raconte de ce qu'il a vu ne sont pas engageantes. Les flagellations, les peintes d'huile de ricin forcées dans la gorge et la mort dans une lente agonie suite à l'éclatement des boyaux. Ces faits doivent être vrais. Ils peuvent constituer, comme tu le dis, le glacis de brutalité de toute révolution humaine. Hélas, pour nous juifs, ils sont la répétition d'un drame que nous ne connaissons que trop bien, et ce, depuis des siècles. Et il est presque incroyable que cet ancien martyr puisse être enduré aujourd'hui dans une nation civilisée. Écris-moi, mon ami, et apaise mon esprit. Après un grand succès, la dernière de la pièce de Grisel est prévue pour la fin du mois de juin. Elle écrit qu'elle a été approchée pour un autre rôle à Vienne, mais aussi qu'elle a reçu une proposition encore plus intéressante à Berlin cet automne. Elle ne parle d'ailleurs que de la seconde offre. Mais je lui ai répondu qu'elle devait attendre que les sentiments anti-juifs s'apaisent. Il est bien évident qu'elle utilise un nom qui ne sonne pas juif. Eisenstein serait impossible pour la scène de toute façon. Mais il n'y a pas que son patronyme qui peut trahir ses origines. Ses traits, ses gestes, l'émotion dans sa voix proclament qu'elle est juive, peu importe le nom qu'elle utilise. Et si les sentiments qui règnent à l'heure actuelle ont cette force, elle ne doit pas s'aventurer en Allemagne par les temps qui courent. Écris-moi, mon ami. Excuse-moi pour cette courte lettre, mais je ne pourrai avoir de repos tant que tu ne m'auras pas rassuré. Je sais que tu le feras en toute honnêteté. Fais-le au plus vite. Avec l'expression de ma fidélité et de mon amitié à toi et au tien, votre éternellement dévoué Max.
9 juillet 1933. Cher Max, tu constateras que je t'écris sur le papier en tête de la banque. Ceci est devenu nécessaire parce que j'ai une requête à te faire et que je veux éviter la censure qui est devenue des plus strictes. Nous devons, pour l'instant, cesser de nous écrire. Il m'est impossible de correspondre avec un juif, et ça le serait même si je n'avais pas une position officielle à préserver. En cas de nécessité, tu pourras joindre un courrier à la traite bancaire, mais ne m'écris plus de nouveau à mon adresse. Quant aux mesures sévères qui te plongent dans le désarroi, j'ai moi-même, dans un premier temps, douté de leur bien fondé, puis j'ai compris leur douloureuse nécessité. La race juive est une plaie pour toute nation qui l'accueille. Je n'ai jamais ressenti de haine à l'endroit d'un juif en particulier. Toi-même, je t'ai toujours aimé comme un ami, mais je dois le dire en toute honnêteté, je t'ai aimé non pas à cause de ta race, mais en dépit de celle-ci. Le juif est le bouc émissaire universel. Ceci n'arrive pas par hasard, et ce n'est pas la vieille superstition à propos des assassins du Christ qui les rend suspects. Mais le souci actuel avec les Juifs est anecdotique. Quelque chose de plus grand survient. Si je pouvais te montrer, si je pouvais te faire prendre conscience, la renaissance de cette nouvelle Allemagne grâce à notre merveilleux chef, le monde ne pouvait pas condamner ce grand peuple à une soumission éternelle. Nous avons courbé l'échine 14 ans durant. Nous avons mangé le pain amer de la honte et bu le maigre brouet de la pauvreté. Mais aujourd'hui, nous sommes des hommes libres. Notre puissance renaît et nous nous tenons la tête haute face aux autres nations. Nous purgeons notre sang. Nous allons chantant de par les vallées avec nos muscles saillants, impatients de nous mettre au travail. Et des montagnes sonnent les voix de Wotan et Thor, des anciens, des puissants dieux de la race allemande. Mais non. Je suis sûr qu'au moment où j'écris, qu'au moment où mon propre enthousiasme s'enflamme de cette nouvelle vision, je suis certain que tu ne verras pas la nécessité de tout ceci pour l'Allemagne. Tu ne verras que les malheurs qui touchent ton propre peuple. Tu ne comprendras pas que quelques-uns doivent souffrir pour que des millions soient sauvés. Tu seras avant tout un juif qui se lamente à propos de son peuple. Je le comprends fort bien. C'est le gène juif. Vous vous lamentez, mais vous n'êtes pas assez courageux pour vous rebeller. C'est pour cette raison qu'il y a des pogroms. Hélas, Max, tout ceci te peinera, je le sais, mais tu dois prendre conscience de la réalité. Il est des mouvements dont la grandeur est bien plus importante que l'existence des hommes qui les font naître. Je prends part à ce mouvement. Heinrich est devenu officier dans une organisation de jeunesse dirigée par le baron von Freich. Cet honneur rejaillit sur notre maison. Et le baron visite souvent Heinrich et Elsa, pour laquelle il nourrit une grande admiration. Quant à moi, je suis noyé dans le travail. Elsa ne se sent pas concernée par la politique et se contente d'admirer notre Führer. Elle se fatigue plus facilement depuis un mois, peut-être accouchera-t-elle plus tôt que prévu. Ce serait une bonne chose pour elle. Je regrette de clore notre correspondance de cette façon, Max. Peut-être reprendrons-nous contact un jour sur le chemin d'une compréhension mutuelle retrouvée. Benjamin Etienne, Martin Schulze.
1er août 1933. Martin, mon vieil ami, je te fais parvenir cette lettre par l'intermédiaire de Jimmy Lederer, qui fera une courte escale à Munich durant ses vacances européennes. Je ne connais aucun repos depuis la lecture de ta dernière lettre. Tout ce que j'y ai lu est tellement étranger à l'homme que j'ai connu. Je ne peux que me rassurer en imaginant la peur de la censure qui t'aura poussé à écrire ces lignes. L'homme que j'ai aimé comme un frère, l'homme dont le cœur a toujours débordé de sympathie et d'amitié, ne peut pas prendre part, même être témoin passif du massacre d'innocents. Je garde ma foi en toi et prie qu'il en soit ainsi. Aussi, écris-moi sans aucune précision, car tout ceci peut être dangereux pour toi. Seulement un simple oui, qui me dira que tu agis par opportunisme, mais que ton cœur n'a pas changé, et que je ne me suis pas trompé dans la certitude de voir en toi un brillant homme d'esprit pour qui un méfait est un méfait, et peu importe au nom de qui ou de quoi il est commis. La censure, la persécution des libéraux, les autodafés devant les bibliothèques et la corruption morale des universités devraient provoquer chez toi une vive réaction, même si personne ne touchait aux membres de mon peuple en Allemagne. Tu es un libéral, Martin. Tu as toujours eu une vision à long terme. Je sais qu'il est impossible que ta raison soit balayée par un mouvement populaire qui produit tant de mal, aussi puissant soit-il. Je peux concevoir que les Allemands acclament Hitler. Ils réagissent aux réelles injustices qu'ils ont dû subir depuis leur défaite. Mais toi, Martin, tu es presque devenu un Américain depuis ce temps. Je sais que ce n'est pas mon ami qui m'a écrit, ce n'était que la voix de la prudence et de l'opportunisme. J'attends ardemment le seul mot qui rendra la paix à mon cœur. Écris ce oui au plus vite. Mon amour à vous tous, Max. « 18 août 1933. Cher Max, j'ai lu ta lettre. Ma réponse est non. Tu es un sentimental. Tu ne sais pas que tous les hommes ne sont pas taillés sur ton modèle. Tu leur mets de jolies petites étiquettes comme libéral, et tu espères qu'ils agiront comme ci, comme ça. Tu te trompes. Alors, je serai un Américain libéral. Je suis un patriote allemand. Le libéral est un homme qui ne croit pas en la force de l'action. Il se gargarise des droits de l'homme, mais ce n'est qu'un mot parleur. Il fait grand cas de la liberté d'expression. Mais qu'est-ce que la liberté d'expression, si ce n'est la chance de pouvoir rester fermement assis sur son postérieur et déclarer que tout ce que fait l'homme d'action est mauvais? Quoi de plus inutile que le libéral? Je le connais bien parce que je fus l'un d'entre eux. Il condamne un gouvernement passif parce que rien ne change, mais qu'un homme puissant apparaisse, que cet homme d'action initie le changement. Alors, où est le libéral? Il s'oppose. Pour le libéral, tout changement est mauvais. Il appelle ceci voir à long terme, mais il est juste pétrifié par la peur d'agir. Il adore les mots et les principes claironnants, mais il n'est d'aucune utilité à ceux qui font le monde tel qu'il est. Il n'y a plus que les hommes importants qui comptent, les faiseurs, les hommes d'action. Et ici, en Allemagne, un d'entre eux a émergé. Un homme vigoureux change les choses. L'immense courant de la vie des gens a changé en une minute, parce qu'un homme d'action a surgi, et je le rejoins.
Je ne suis pas seulement emporté par la marée, je quitte cette vie insensée, faite uniquement de verbes et sans aucun accomplissement. Et de tout mon corps, je m'attelle à ce grand mouvement novateur. Avant tout ceci, je n'étais qu'une voix. Je ne questionne pas la finalité de notre action, ce n'est pas nécessaire, je sais qu'elle est bonne parce que j'en perçois la vitalité. Les hommes ne se jettent pas dans la forfaiture avec tant de joie et d'ardeur. Tu dis que nous persécutons les libéraux, que nous détruisons les bibliothèques. Réveille-toi et abandonne donc ce sentimentalisme moisi. Est-ce que le chirurgien épargne le cancer parce qu'il sait qu'il devra découper la chair à vif pour le retirer? Nous sommes cruels, bien sûr que nous sommes cruels. Tout comme toute naissance est brutale, nous renaissons brutalement, mais nous nous en réjouissons. L'Allemagne tient la tête haute parmi toutes les nations du monde. Elle suit son glorieux Führer vers le triomphe. Que connais-tu de tout ceci, toi, qui ne fais que t'asseoir et rêver? Tu n'as jamais rencontré un Hitler. Il est l'épée sortie du fourreau, une lumière étincelante aussi chaude que le soleil d'un jour nouveau. Tu me vois dans l'obligation d'insister sur le fait que tu ne dois plus m'écrire, nous sommes plus amis et nous devons en prendre conscience. Martin Schulze.